Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette émission axée sur le PAG, le programme d'action du gouvernement. C'est le ministère des Affaires étrangères qui focalise notre attention ce soir et comme invité, le chef de la diplomatie béninoise, le ministre Olusegun Adjadi Bakari. Depuis juin 2023, c'est le nouveau visage qui incarne notre diplomatie. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous prêter à l'exercice dans cette émission. Nous allons faire un tour d'horizon de l'offensive diplomatique lancée par le Bénin sous l'ère de la rupture, mais on parlera également de la refonte de la carte diplomatique, sans oublier les Béninois de l'extérieur. Avec moi pour conduire ce plateau, mon confrère de la télévision Canal 3 Bénin, Tanguy Agohi. Bonsoir Tanguy. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Je suis très pressé de vous poser ma première question. Comment va la diplomatie béninoise? Je lui pose cette question au regard du contexte que nous traversons. D'abord, nos relations avec nos voisins. Les frontières sont fermées avec le Niger, le Burkina Faso qui nous accuse. Au plan de la sous-région, il n'y a que des coups d'État ont remis en cause l'ordre constitutionnel dans un certain nombre de pays. Et au-delà de l'Afrique aussi, les guerres, notamment en Palestine et en Ukraine, tout cela, le Bénin face à tout cela, comment ça va? Écoutez, déjà, je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir échanger autour de l'action diplomatique du Bénin et du bilan diplomatique de ces 8 dernières années, depuis 2016, depuis l'avènement du président Patrice Talon. Je vais vous répondre directement en disant que la diplomatie béninoise se porte bien. La diplomatie est une action qui s'inscrit dans le temps long, et qui n'est pas une action de l'immédiat. Il y a des actions que nous menons aujourd'hui et qui auront leurs répercussions dans les 10, 15, 20 années qui viennent. Ce que nous avons fait, ce que le président Talon a mis en œuvre depuis 2016, c'est la poursuite de la doctrine diplomatique du Bénin d'abord. Une doctrine diplomatique qui s'appuie sur notre histoire. Nous avons une histoire qui a été forgée par les luttes qui ont été menées par ce peuple, le peuple béninois, par les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de paix, les valeurs de promotion de la stabilité, parce que c'est cela que nous avons appris de notre histoire, les valeurs de respect de l'intégrité territoriale, l'attachement au multilatéralisme, parce que quand on est un pays comme le Bénin qui est jaloux de sa souveraineté, le multilatéralisme nous offre un cadre dans lequel nous pouvons dialoguer avec les grands de ce monde et essayer de faire valoir notre point de vue. Donc la diplomatie béninoise, elle s'est inscrite dans ce cadre, dans la continuité de cette doctrine diplomatique, mais en apportant une nouvelle touche. Parce que nous avons fait un bilan en 2016. Le bilan a été de dire, finalement, lorsqu'on est un pays comme le Bénin, lorsqu'on a encore des besoins importants, on a encore des besoins de construction d'écoles, de centres de santé, de routes, quel doit être le rôle de la diplomatie? Nous avons acté dès 2016, dès le premier programme d'action du gouvernement, que la diplomatie béninoise devait être au service du développement économique de ce pays, au service de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et donc c'est dans ce cadre que s'inscrit notre action diplomatique. Vous avez évoqué les crises et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un monde, je vais dire, challengeant. Les Anglais diraient challenging, parce que vous avez mentionné la guerre en Ukraine, vous avez mentionné le conflit israélo-palestinien, on peut aussi parler de la guerre au Soudan, on peut parler des tensions que nous observons ici ou là, notamment dans la région sahélienne, mais tout cela, la diplomatie béninoise concourt à faire en sorte que dans ce monde qui est de plus en plus déséquilibré, que le Bénin arrive à trouver sa place, à tracer son chemin et à faire en sorte que nous puissions mobiliser des ressources et accompagner le développement du pays. Donc oui, la diplomatie béninoise va bien. Sous la direction du président de la République, nous avons connu des succès importants et nous avons posé des pas qui nous permettront de connaître des succès encore plus importants dans le futur. Voilà, une diplomatie tournée vers l'économie, vous le dites. Mais vers le développement. Bon, vers le développement, on retient cela. Mais la pilule a été amère pour les missions diplomatiques et consulaires. De 38, on est passé aujourd'hui à un peu plus d'une dizaine, je crois, 11 ou... On est à 15 missions. Voilà, aujourd'hui, on sait que cela continue de soulever la polémique. Comment est-ce que vous gérez tout cela? Je voudrais d'abord faire preuve de pédagogie. D'où est-ce qu'on part? Vous avez dit, en 2016, nous avions 38 missions diplomatiques. Parfois dans des géographies où nous n'avions absolument quasiment rien à tirer en tant que pays. Une mission diplomatique, ça coûte de l'argent. Il faut maintenir une ambassade, y envoyer des collaborateurs, maintenir un certain train de vie.
Lorsqu'on est dans un pays où nous avons besoin de construire des routes, nous avons besoin de construire des écoles, il y a des choix qu'il faut faire. Nous ne pouvons pas, dans le même temps où nous sommes en train d'avoir une coopération, de chercher à avoir une coopération qui soit active, où nous allons rechercher des ressources pour pouvoir répondre aux besoins de nos populations, qui sont des besoins importants au quotidien, expliquer que nous consacrons des moyens importants, des moyens parfois faramineux, pour entretenir des missions diplomatiques dans des pays où nous n'avons pas de gains immédiats. Et donc c'est la raison pour laquelle, dès 2016, le président de la République a demandé à ce qu'il y ait une réflexion qui soit menée sur la refonte de la carte diplomatique. Non pas pour dire qu'il faut réduire les missions diplomatiques, mais dans une optique d'optimisation de notre réseau diplomatique. Et nous sommes partis de faits simples. Je vous ai dit tout à l'heure que le Bénin est très attaché au multilatéralisme. Donc nous nous sommes dit, les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité sont des pays avec lesquels il est important pour le Bénin de maintenir une présence, dans lesquels il est important pour le Bénin de maintenir une présence physique. Ces pays sont la France, les États-Unis, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni. On les considère comme des partenaires stratégiques. Ce sont des partenaires stratégiques de par l'équilibre du monde qui a été créé après 1945. Ce sont ceux qui sont permanents au Conseil de sécurité. Et donc, il y a du sens à ce que le Bénin ait une présence physique permanente dans ces pays-là pour assurer ce dialogue au sein d'un multilatéralisme. Dans ces 5 pays, nous avons maintenu les ambassades qui avaient été créées. Le seul dans lequel nous n'avons jamais eu d'ambassade depuis 1960, c'est le Royaume-Uni, compte tenu de la proximité avec Paris. Ensuite, nous nous sommes dit, il nous faut des pôles régionaux qui sont des pôles forts, des pays stratégiques pour nous. Le Nigeria en est un. Vous connaissez la force et l'importance que représente le Nigeria dans les relations, que ce soit au plan économique, au plan historique. Donc nous avons maintenu l'ambassade à Abuja, qui fait en même temps office de représentation permanente au niveau de la CEDEAO. Il en est de même au niveau d'Addis Abeba pour l'Union africaine, de New York pour les Nations unies. Et puis ensuite, nous avons décidé de créer des pôles régionaux. Parce que le Bénin n'a pas vocation à avoir des ambassades dans les 198 pays qui sont les Nations unies. Nous n'avons pas les moyens. Nous avons décidé d'avoir des ambassades, des pôles régionaux, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, sur l'Asie, ce que nous appelons l'Asie insulaire, en dehors de la Chine, qui fait partie du Conseil de sécurité, nous avons maintenu l'ambassade au Japon, que, en ce qui concerne le continent latino-américain, au départ, nous étions à La Havane, et je viendrai tout à l'heure sur la réouverture de l'ambassade à Brasilia, et que Paris est devenu le pôle régional pour toute l'Europe. Nous avons maintenu le Maroc pour la région nord-africaine, et en ce qui concerne le Moyen-Orient, nous avons maintenu l'Arabie saoudite, le Koweït et le Qatar. Tout cela dans une optique simple. Oui, mais justement, qu'est-ce que ça rapporte? Parce qu'on sait qu'il y a des missions consulaires diplomatiques pour lesquelles il y avait des cahiers de charges. On leur demandait de faire venir au pays des investisseurs. Alors, aujourd'hui, les acquis, est-ce qu'on peut faire un bilan pour dire, mais voilà, il y a eu des réussites à ce niveau-là, à tel niveau, on peut mieux faire? J'en venais. Et donc, je disais tout à l'heure que nous avons réduit le nombre d'ambassades pour créer des pôles diplomatiques régionaux avec compétences régionales et pour renforcer ces ambassades-là et faire en sorte que leur action soit beaucoup plus centralisée et qu'elle accompagne le développement du Bénin. Je vais prendre des exemples simples. Nous avons fermé l'ambassade à Bruxelles parce que vous faites Paris-Bruxelles en 1 heure de TGV et que nous pensons que la bonne utilisation des ressources de l'État béninois nous demande, nous commande que nous ayons une grosse ambassade à Paris qui couvre également Bruxelles. Bruxelles, c'est la capitale de l'Union européenne. Mais depuis 2016, les engagements de l'Union européenne par rapport au Bénin ont connu une croissance exponentielle. Malgré le fait que nous n'ayons pas une ambassade physique à Bruxelles. Je prendrai un autre exemple, je vous donnerai un autre exemple, si vous le permettez, le Danemark. Le Danemark, jusqu'en 2014, avait une ambassade à Cotonou. Et nous avions une ambassade à Copenhague. Le Danemark a décidé de fermer son ambassade au Bénin en 2014.
nous avons maintenu notre ambassade à Copenhague jusqu'en 2020, avant la fermeture. Ce n'est pas parce que nous avions une présence physique au Danemark que le Danemark n'a pas décidé de fermer son ambassade à Cotonou. Dans le même temps, cette diplomatie active que nous avons a conduit à l'annonce récemment par le Canada de l'ouverture d'une ambassade à Cotonou, malgré le fait que nous ayons expliqué à nos partenaires canadiens que nous allions fermer l'ambassade à Ottawa, qui est désormais couverte depuis Washington. Tout cela pour vous expliquer que ce que nous avons fait au niveau de la carte diplomatique avait pour objectif d'optimiser cette carte diplomatique, de rationaliser les dépenses. Nous avons fait une optimisation des dépenses du ministère des Affaires étrangères de l'ordre de 6 milliards par an, et c'est autant d'argent qui ont servi à investir dans les secteurs sociaux du gouvernement. C'est cela aussi l'action diplomatique active et objective que nous avons mis en place depuis 2000. Monsieur le ministre, plutôt que de fermer ces ambassades qui ont déjà l'avantage d'exister, ces missions diplomatiques, fallait-il pas leur trouver un cahier de charge, quitte à eux maintenant d'ouvrir davantage, je dois dire, les horizons, afin d'apporter les affaires comme on dit, ou les partenaires comme on dit? C'est toujours une stratégie. Oui, mais vous savez, ce que vous êtes en train de dire, c'est vous demandez qu'on laisse des ambassades, parce que nous avons fait une revue des performances de chacune de ces ambassades. Il y a une analyse coût-résultat. Et quand je dis résultat, ce n'est pas du résultat pécunier, c'est du résultat en termes de rayonnement, en termes de collaboration, en termes de coopération. Et qu'à un moment donné, nous nous sommes dit, cela avait plus de sens d'optimiser en fait ces ambassades. Et vous savez, je voudrais clarifier une chose. La doctrine diplomatique, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un socle, qui sont les valeurs, et ce sont les valeurs partagées au niveau national. Et puis nous avons une stratégie diplomatique qui a été mise en place depuis 2016, dans le cadre depuis l'avènement du régime de la rupture. Et nous, notre leitmotiv, il est simple. La carte diplomatique, elle n'est pas figée. Elle évolue. Elle évolue au gré de nos intérêts, elle évolue au gré des partenariats que nous voulons tisser, elle évolue au gré des résultats que nous avons. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avions fermé Brasilia et fait de La Havane le pôle régional de l'Amérique latine. Nous avons réouvert Brasilia compte tenu des liens importants et du développement que connaît aujourd'hui les relations entre le Bénin et le Brésil. Le Bénin n'est pas le seul pays à le faire dans le monde, il y a beaucoup d'autres pays, mais cela répond à un objectif qui est important, avoir une diplomatie qui soit une diplomatie active. Monsieur le ministre, je veux revenir sur cet aspect. Vous avez précisé tout à l'heure que la mission diplomatique du Bruxelles a été fermée. Et vous avez semblé limiter justement son importance à, je dois dire, les rapports que recueille, je dois dire, le Bénin, par rapport justement à toutes ces instances qui sont là-bas. Et pourtant, il y a des Béninois qui sont aussi là-bas, qui ont besoin d'avoir une certaine proximité avec justement leur pays. Et vous dites qu'une heure de temps entre Paris et Bruxelles, que ce n'est pas beaucoup peut-être, mais c'est du temps déjà pour un travailleur et c'est aussi un peu de sous. C'est une très bonne question que vous posez. Vous savez, le temps qui est mis entre Paris et Bruxelles est supérieur au temps qui est mis entre Bordeaux et Paris, bien qu'étant dans le même pays. Est-ce à dire qu'on aurait dû ouvrir une ambassade également à Bordeaux et une autre à Paris et une autre à Bruxelles? Si on en a une à France, ça va déjà. Non, parce que si on parle de la distance, elle est plus importante. Non, je pense que nous avons un devoir. C'est le devoir de gérer correctement les ressources de l'État et de faire en sorte qu'il y ait une gestion efficiente des ressources de l'État. En ce qui concerne nos compatriotes de la diaspora, bien entendu qu'il y a une forme de confort à dire « je suis dans une ville dans laquelle il y a une ambassade ». La réalité, c'est qu'il est difficile d'être dans toutes les villes où vivent les Béninois. Le peuple béninois est un peuple qui voyage énormément, qui est curieux, qui découvre le monde, et nous avons une diaspora très active et très engagée dans différentes villes à travers le monde. Il nous est difficile d'être présents partout. Et c'est la raison pour laquelle, sur les instructions du président de la République, nous avons travaillé, malgré la fermeture des postes diplomatiques, à nous rapprocher de nos concitoyens qui vivent à l'étranger, de deux manières essentielles. En densifiant le réseau des consuls, de façon à ce que nous ayons des consuls honoraires plus nombreux, dans beaucoup plus d'endroits, pour être plus proches de notre diaspora, et en utilisant le digital, de manière à ce que nous puissions digitaliser au maximum les procédures, parce que lorsqu'on vit à l'étranger, pourquoi a-t-on besoin réellement d'une ambassade? Le plus souvent, c'est parce qu'on a besoin
d'avoir des documents officiels, des documents nationaux. Et nous sommes en train de faire ce travail, nous l'avons commencé. Il y a un certain nombre de documents qui sont déjà digitalisés et notre espoir, c'est que d'ici fin 2025, nous puissions digitaliser l'entièreté des procédures consulaires, y compris les demandes de passeport, de manière à ce que nos concitoyens, où qu'ils se trouvent sur le globe terrestre, puissent avoir les mêmes services, bien que nous n'ayons pas des ambassades présentes à côté de leur domicile. Monsieur le ministre, nous allons parler des relations entre le Bénin et ses voisins. Nous allons peut-être commencer par le géant voisin de l'Est, le Nigeria. On dit quand tout va bien entre le Bénin et le Nigeria, tout va bien pour le pays. Aujourd'hui, on sait que ces relations sont peut-être au beau-fixe. Vous allez peut-être nous le confirmer, mais avant cela, il y a eu une période de brouille. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, l'action diplomatique du Bénin sous l'instigation du président de la République s'inscrit dans un socle. Et l'un des piliers de ce socle, c'est l'intégration africaine et les relations de bon voisinage avec nos différents pays frères. Le Bénin s'inscrit pleinement dans une tradition d'unité africaine. Et nous l'avons montré par des actes concrets. Dès 2017, le Bénin était le premier pays, et aujourd'hui encore un des rares sur le continent africain, à dire que tous les Africains seraient exemptés de visa en venant au Bénin. C'est un message très fort. Et je parle de cela parce que je veux parler d'intégration africaine et de nos relations avec le Nigeria. Nos relations avec le Nigeria sont des relations séculaires. Nos peuples sont les mêmes. Nous partageons une histoire, nous partageons des langues en commun, nous partageons une intégration de nos économies et il ne peut en être autrement des relations entre le Bénin et le Nigeria. Vous avez évoqué ce qui a pu se passer dans le passé. Je pense qu'il peut y avoir des incompréhensions, mais c'est pour cela que je disais tout à l'heure que la diplomatie s'inscrit dans le temps long. L'action diplomatique du président de la République dès 2016, et cela a été inscrit dans le PAG 1 ainsi que dans le PAG 2, est de renforcer les relations entre le Bénin et le Nigeria. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'il y a un parfait alignement entre les deux leaders, entre les deux gouvernements, et nous travaillons chaque jour à ce que nous puissions faire en sorte que des situations difficiles que nous avons pu connaître dans le passé ne reviennent plus jamais. Oui, mais en termes de chantier entre les deux pays, très concrètement, aujourd'hui... En termes de chantier entre les deux pays, nous avons des chantiers sur les questions de libéralisation des échanges. Nous faisons tous les deux parties de la CEDEAO, bien entendu. La zone de libre-échange, c'est d'actualité ? C'est absolument. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que entre le Bénin et le Nigeria, nous soyons dans un marché qui soit le même marché. Parce que si le Bénin et le Nigeria réussissent leur intégration, cela sera le meilleur exemple qu'il puisse y avoir sur l'entièreté du continent africain. Nous travaillons sur des questions d'alignement de normes. Mes collègues sectoriels pourront vous en parler, que ce soit dans le domaine du commerce, que ce soit dans le domaine de la justice, que ce soit dans le domaine des transports, que ce soit dans le domaine de la sécurité. Il y a une coopération aujourd'hui qui, je me permets de le dire, est très capillaire et qui permet de dire que nous ramenons les relations entre le Bénin et le Nigeria à un niveau qui est celui qui doit être à tout moment. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est le même pays, c'est un continuum, et nous travaillons à ce que ce qui a pu y avoir comme divergences dans le passé ne reviennent plus jamais. C'est l'objectif. En allant vers le nord, c'est plus compliqué. Le Niger, aujourd'hui, le Burkina, c'est des relations extrêmement difficiles. Où en est-on avec le Niger ? La diplomatie s'inscrit dans le temps long. Nous avons comme vous le savez, eu à faire face à une situation avec nos voisins du Niger, notre pays frère du Niger. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes sur le chemin de la normalisation. Les efforts qui ont été entrepris par le président de la République, l'entièreté du gouvernement, commencent à payer leurs fruits. Aujourd'hui, nous avons notre ambassadeur qui est sur place à Niamey. L'ambassadeur du Niger sera à Cotonou dans quelques jours. Mon homologue et moi-même, nous sommes en contact de manière permanente. Et j'ai envie de dire que... Et je pense que c'est cela le plus important. Le Bénin reste attaché à ses valeurs. Nos valeurs sont les nôtres et nous ne manquerons jamais de le dire. Cela ne veut pas dire que pour nos valeurs, nous allons remettre en cause ce qui est séculaire. Oui, mais déjà, Monsieur le ministre, ce qui est important pour tout le monde, enfin pour ceux-là qui pratiquent cette zone-là, c'est l'ouverture de la frontière du côté du Niger à Caen.
la date? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que les choses vont dans un sens où on peut fixer un cap? Du côté du Bénin, la frontière est ouverte. Nous travaillons pour qu'elle soit ouverte également de l'autre côté. Vous ne discutez pas à propos avec votre homologue nigérien? Absolument, cela fait partie des sujets de discussion permanente entre mon homologue et moi-même, entre notre ambassadeur qui est sur place. Ce que je veux dire simplement, c'est que la crispation qu'on a pu connaître par le passé, par les actions diplomatiques, par les actions du président de la République, par les actions du gouvernement, cette période de crispation elle est derrière nous. Nous travaillons chaque jour maintenant à faire en sorte que nous puissions retourner à la normale. Une chose est certaine, nous avons une responsabilité historique de part et d'autre de la frontière en tant que responsable aujourd'hui. Et c'est ce qui est au cœur de ce qui nous actionne aujourd'hui au niveau du gouvernement du président Patrice Talon. Nous avons une responsabilité historique. Les liens entre le Bénin et le Niger sont des liens qui sont séculaires. Les leaders politiques sont de passage, mais les liens entre les peuples resteront. Et nous avons le devoir de le préserver. Et sur ce point, il y a un parfait alignement entre nous et nos homologues nigériens. Donc j'ai bon espoir que dans les semaines, maximum mois à venir, la frontière sera rouverte et les populations pourront circuler. Monsieur le ministre, j'avais une question sur le Nigeria avant que Renaud Akakpo ne passe au Niger. On sait qu'il y a quelques années, le Nigeria a fermé ses frontières avec quelques griefs contre Cotonou, notamment la question de la réexportation d'un certain nombre de marchandises et surtout la question donc, de la contrebande. Qu'est-ce qui a été fait fondamentalement pour qu'on n'ait pas encore à se faire reprocher justement cela, parce que ce n'est pas la première fois? Vous savez très bien que je suis ministre des Affaires étrangères, mais vous savez très bien que ce que nous faisons depuis 2016, c'est de bâtir une économie au Bénin, de sortir l'économie béninoise de l'informel. C'est l'action engagée du gouvernement du président Patrice Talon. Et cela fait partie des choses que nous avons fait valoir aussi auprès de nos partenaires nigérians. Le Bénin n'est pas un pays de contrebande. Le gouvernement béninois, toute l'administration béninoise travaille justement pour que ce ne soit pas le cas. Les malcompréhensions qu'il y a pu y avoir aujourd'hui sont aplanies. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il est important de tirer les leçons des incompréhensions du passé pour bâtir l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle, sur les instructions du président de la République, nous sommes en train, avec mes collègues au niveau du gouvernement, de travailler avec nos homologues du Nigeria pour mettre en place une zone de libre-échange entre le Bénin et le Nigeria. À partir de cet instant, et sans trahir de secret, ce qui se passera, c'est qu'il n'y aura plus de contrebande possible entre le Bénin et le Nigeria, parce que nous aurons les mêmes listes de prohibition, les mêmes produits prohibés, et nous serons un seul marché. C'est cela le sens de l'action diplomatique menée par le président de la République en direction du Nigeria. Aujourd'hui, il y a la CEDEAO, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, mais en face se dresse l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui s'entendent pratiquement sur tout et qui veulent aller plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous privilégiez le dialogue ou bien est-ce que le Bénin opte pour la fermeté vis-à-vis de ces États parce que ces régimes, pour la plupart, sont des juntes militaires, c'est des coups d'État qui ont donné lieu, disons, à l'érection donc des leaders de cette alliance. Vous conviendrez avec moi que le peuple béninois reste très attaché, comme je le disais tout à l'heure, à ses valeurs. Ce sont des valeurs de stabilité politique, de conquête pacifique du pouvoir. Et ce sont des valeurs qui nous sont chères. Cela fait c'est le consensus national que nous avons dérivé de la conférence nationale. Mais c'est notre histoire au Bénin. Chaque pays a son histoire, a son parcours. Nous avons le nôtre, les autres pays ont le leur. Notre position à nous au niveau du Bénin aujourd'hui, la position du gouvernement béninois est de dire que nous reconnaissons de facto, et nous l'avons dit, le président de la République l'a dit, nous reconnaissons de facto les autorités du Niger. Et notre position par rapport à l'Alliance des États du Sahel, elle est simple. Nous faisons partie d'une famille, la CEDEAO. La CEDEAO a été construite sur l'union des peuples de la sous-région. Quand la CEDEAO est apparue, les peuples existaient déjà, commerçaient déjà entre eux. Donc, en réalité, la CEDEAO est venue se poser sur un socle qui est un socle qui existait déjà auparavant. L'Afrique de l'Ouest ne va pas changer, le Bénin ne déménagera pas. Qu'un État
2 États ou 3 États décident de sortir de la CEDEAO, c'est leur droit, c'est leur souveraineté. Nous devons l'entendre et nous devons trouver les moyens de pouvoir travailler avec eux. C'est un affaiblissement de la CEDEAO? Absolument pas. Ah oui? Absolument pas. Quand on est 15 ou 16 et que 3 s'en vont, c'est un affaiblissement avec à la fois leur population, leur PIB et tout ce qu'ils peuvent apporter. J'entends que cela puisse paraître comme cela, mais est-ce que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a affaibli l'Union européenne? Le Royaume-Uni continue de commercer, continue de travailler avec l'Union européenne. Et je parle du Royaume-Uni qui a un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Vous voyez ce que je veux dire? La réalité, c'est que même lorsque vous prenez notre espace CEDEAO, la Mauritanie, il y a quelques années, a décidé de sortir de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous avons un accord de partenariat avec la Mauritanie. Nous travaillons avec la Mauritanie, que ce soit sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique. Donc la réalité, et même lorsqu'on prend l'exemple du Mali, le Mali a eu à partir et revenir au sein de la CEDEAO. Et la position du Bénin, elle est simple, c'est de dire que nous sommes au sein de la CEDEAO, nous allons nous battre pour cet ensemble au sein de la CEDEAO, mais nos pays frères du Mali, du Niger et du Burkina, si leur volonté c'est de sortir de la CEDEAO, nous en prendrons acte et nous allons continuer à travailler avec eux sur les sujets qui sont des sujets importants pour nos populations et pour le développement de notre sous-région. Mais il y a des projets qui peuvent être, ma foi, remis en cause. La question de la monnaie unique, par exemple, au niveau de la CEDEAO, depuis 2020, on a espéré que ça vienne, c'est toujours reporté. Et du coup, on a l'impression que ça peut aussi être l'un des éléments qui ralentit justement l'avènement de l'ECO. Non, je ne pense pas que ce soit cela. Ce sont des processus qui sont des processus longs, qui parfois peuvent paraître lents. Quand vous regardez dans l'histoire, la création même de l'euro a pris des décennies pour aboutir finalement. Et au départ, ce n'étaient pas tous les pays qui ont rejoint l'euro immédiatement. Donc je pense qu'il faut accepter de prendre le temps de construire, le temps de bâtir. Mais dans tous les cas, le Bénin est engagé dans cette intégration africaine et nous, notre position au niveau du Bénin, ce sera de faire en sorte que nos institutions régionales, donc la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine, continuent de fonctionner. Parce que c'est cela le sens de l'unité africaine. C'est cela le sens de l'action que nous voulons porter. Alors aujourd'hui, l'AES, c'est le Mali, c'est le Burkina Faso, c'est le Niger. Ce sont des pays qui ne cachent pas leur volonté de consolider les relations avec la Russie. Aujourd'hui, est-ce que vous craignez une sorte d'ingérence? La politique étrangère du Bénin, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une politique étrangère d'équilibre. Nous avons des amis, nous avons des alliés, je les ai cités tout à l'heure, des alliés stratégiques avec lesquels nous travaillons. Nous travaillons avec la France, qui est l'ancienne puissance coloniale ici au Bénin, mais aujourd'hui nous avons une relation complètement décomplexée avec la France, qui est un partenaire plus qu'autre chose. Nous travaillons dans le même temps avec la Chine, avec laquelle nous avons aujourd'hui une relation stratégique. Vous vous souvenez de la visite d'État du président de la République en Chine en 2023. Nous avons des relations stratégiques avec le Brésil, avec l'Union européenne en général. Donc pour nous, lorsqu'on est en train de construire son développement, notre volonté, c'est d'avoir une diplomatie qui soit une diplomatie au service de notre développement. Et pour cette raison, nous avons besoin de maintenir des relations avec tout le monde et d'essayer de tirer le maximum de chacune des relations que nous pouvons avoir en préservant nos intérêts. Notre point de vue à nous, au niveau du Bénin, n'est pas celle qui consiste à dire il faut être avec l'un contre l'autre. Cette époque, elle est révolue. Nous l'avons connue aussi. Parce qu'ils vous souviennent que pendant la période révolutionnaire, le Bénin avait choisi un camp. Nous étions dans le camp de l'Est contre le camp de l'Ouest. Et puis en 90, nous avons décidé d'embrasser la démocratie et d'avoir une approche beaucoup plus équilibrée. C'est cette diplomatie que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Oui, justement, ce qu'on observe dans la sous-région, c'est ce sentiment anti-français qui monte en intensité. Vous le savez, les accords de coopération sont difficiles entre le Burkina, le Mali, le Niger. Aujourd'hui, c'est le Tchad qui a demandé simplement aux Français donc, de plier bagages, mais également le Sénégal. Donc, la tendance générale aujourd'hui, c'est le départ des Français, des troupes françaises, hors de la sous-région ouest-africaine. Comment est-ce que vous appréciez cette situation?
Ces décisions sont des décisions qui sont des décisions souveraines. Il n'appartient pas au Bénin de commenter les choix souverains qui sont faits par les autorités d'autres pays. En ce qui nous concerne, au niveau du Bénin, nos choix sont d'abord des choix de souveraineté. Donc le Bénin choisit ses amis. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons des relations apaisées et décomplexées avec tout le monde. Et nous sommes dans une logique d'équilibre et de partenariat avec nos pays amis, ceux avec lesquels nous avons besoin de construire une coopération pour améliorer le quotidien de nos populations. Il ne s'agira pas pour le Bénin de se faire dicter la loi par qui que ce soit. Sous le régime de la rupture, ce ne sera dans tous les cas. On a l'impression que ceux qui sont, enfin, je ne sais pas dire chassés, rejetés ailleurs, sont accueillis à Cotonou. On a parlé des forces françaises ailleurs. Certains ont même annoncé des bases militaires au Bénin. C'est l'une des accusations, notamment du Niger et du Burkina Faso. Justement, quelle est aujourd'hui l'attitude du Bénin face justement à cette réalité-là en face? La réalité, elle est simple. Vous savez, nous, au niveau du Bénin, comme je vous ai dit, nous avons des partenariats, nous avons des amitiés. Et nous avons des partenaires stratégiques importants avec lesquels nous travaillons. Nous n'avons pas de problème aujourd'hui à avoir une relation décomplexée avec la France, à avoir une relation très intense avec la Chine, à entretenir des relations avec les États-Unis, avec le Brésil, avec le Vietnam. Nous considérons que tout ce qui permet, tout ce qui concourt au développement de notre pays est important pour nous. Et donc, c'est dans ce cadre que nous nous situons. Et notre diplomatie, autant le Bénin ne dira pas à un pays frère ce qu'il doit faire en matière de diplomatie, autant nous n'entendons pas qu'un pays frère nous dise ce que nous devons faire. Nos choix sont des choix qui sont des choix souverains, et ce sont des choix qui défendent les intérêts du Bénin. Et vous avez certainement remarqué qu'il y a un vent de panafricanisme qui souffle à nouveau sur le continent. Et le panafricanisme voudrait bien que les peuples africains se solidarisent. Et quand l'un a rejeté l'autre, l'autre ne l'accueille pas. Le vrai panafricanisme, je pense que c'est au Bénin qu'on le pratique. Le Bénin est aujourd'hui, moi je le dis partout, le Bénin aujourd'hui à l'avant-garde du panafricanisme. Le panafricanisme prôné par les pères de l'indépendance, c'est un courant qui a été importé par le président Nkrumah, le feu président Nkrumah du Ghana, avait pour objectif d'unir les peuples africains, de faire en sorte qu'un Ghanéen se sente bien en Tanzanie et qu'un Béninois se sente bien en Égypte ou en Afrique du Sud. C'était cela le sens, et que nous puissions ensemble unir nos forces pour pouvoir construire notre continent et peser sur l'histoire du monde. Le panafricanisme qui consiste à vociférer sur les réseaux sociaux ou à dénoncer des accords de coopération multiséculaires qui n'arrangent pas forcément... Ce n'est pas cela. Le panafricanisme qui consiste à brûler est un panafricanisme irresponsable. Ce que nous devons à notre jeunesse, à nos peuples, c'est un panafricanisme de développement, un panafricanisme d'action concrète. Et le panafricanisme que nous défendons depuis 2016, et c'est le régime de la rupture, c'est le président Talon qui l'a mis en place. Moi, je le dis, le premier acte panafricain est l'un des plus importants posé depuis 1960, et celui qui a été posé en 2017 par le président Patrice Talon, et qui consiste à dire qu'on exempte de visa tous les Africains sur le territoire national. Parce que vous n'imaginez pas, au moment où nous sommes en train de parler de la zone de libre-échange continentale africaine, qu'aujourd'hui, il soit plus facile pour un Européen, un Chinois ou un Américain de voyager à travers le continent africain que pour un Africain. La question que nous avons posée, la question posée par le gouvernement du président Patrice Talon, et c'est ce qui montre notre panafricanisme, a été de dire, mais pour qui on construit cette zone de libre-échange? Est-ce pour les Africains? Si c'est pour les Africains, la première chose que nous devons faire, c'est faire en sorte qu'un jeune homme béninois qui découvre une opportunité d'investissement ou une opportunité d'affaires de l'autre côté du continent puisse s'y rendre sans qu'on lui demande un visa. Et c'est ce que nous avons fait de notre côté. Donc oui pour le panafricanisme, mais oui pour un panafricanisme concret, un panafricanisme de développement. Nous ne réussirons pas, et je pense que c'est cela l'action que nous avons, que le président Patrice Talon a mis en œuvre depuis 2016, nous ne réussirons pas à changer la perception de notre continent si lorsque les gens viennent d'autres régions du monde chez nous et ont la perception que nos pays sont encore des pays
indisciplinée, désordonnée. Et cela passe aussi par le travail et les réalisations qui sont faites au national. Et je pense que mes collègues ont dû les partager avec vous. Alors, l'octroi de la nationalité béninoise aux afro-descendants, c'est désormais un fait. Une loi a été votée, puis promulguée. Les afro-descendants qui le désirent, qui le souhaitent, peuvent désormais acquérir la nationalité béninoise s'ils remplissent les conditions. Mais quelle est la philosophie qui sous-tend, une fois encore, ce choix du Bénin? Vous savez, et cela vient en complément de ce qu'on disait tout à l'heure, cette question de retour, de réparation vis-à-vis de nos sœurs et frères qui ont été arrachés au continent, ont été déportés contre leur gré, c'est une question qui a été évoquée par beaucoup de gens avant. Beaucoup de personnes à travers le continent et dans le monde ont toujours dénoncé ce fait, dénoncé les affres de l'esclavage, dénoncé la douleur que représente le fait d'avoir été arraché à un continent, le sentiment d'être quelque part et de ne pas se sentir chez soi. Mais très peu ont réellement voulu réparer cela du côté du continent africain. Et la volonté du président de la République, qui a été suivie en cela par l'Assemblée nationale, et je pense que c'est une première, parce que c'est un vote qui a été fait à l'unanimité de la représentation nationale, a été de dire « nous donnons à nos frères et sœurs de la diaspora issue de la traite des esclaves le droit de revenir, le droit de pouvoir dire « je reviens au pays ». Mais ils ne sont pas tous partis du Bénin. La réalité, c'est que, comme le président de la République l'a dit lui-même, les contours de nos républiques n'ont rien à voir avec nos royaumes. Les royaumes, en réalité, avaient des contours qui sont beaucoup plus larges que nos républiques actuelles. Comment est-ce qu'on arrive à dire exactement et stricto sensu qui est originaire de la République actuelle du Bénin? Parce que même lorsqu'on prend, que ce soit le royaume du Dahomey, ou le royaume d'Oyo ou le royaume Batonou, en réalité, ils étaient à cheval sur plusieurs des républiques que nous avons aujourd'hui. Et si nous partons du principe que, ça rejoint le panafricanisme que vous évoquiez tout à l'heure, que toute personne issue, descendant d'Africains, devrait se sentir bien chez lui en Afrique, et que tout Africain devrait se sentir bien au Bénin, il est tout à fait normal que le Bénin puisse dire les descendants d'esclaves qui souhaitent revenir, quelles que soient finalement leurs origines, dès lors qu'ils prouvent qu'ils sont partis d'Afrique ou que leurs ancêtres sont partis d'Afrique, qu'ils aient le droit de pouvoir revenir et de pouvoir se réclamer de cette citoyenneté. Mais monsieur le ministre, si tous les afro-descendants peuvent venir au Bénin, si tous les Africains peuvent venir au Bénin, la porte est totalement ouverte au Bénin. Ça engage d'autres enjeux, notamment sécurité et autres, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un peu plus de négativité à faire ces options-là que de positivité? Moi, je pense qu'il faut que nous soyons positifs. Cela fait partie du rayonnement international du Bénin. Imaginez la force que cela représentera demain, d'avoir des représentants, des gens qui se réclament du Bénin, de l'origine du Bénin, de pouvoir, qui seront rayonnants en fait à travers le monde. Cela fait partie aussi du power du Bénin, de pouvoir dire nous sommes un petit pays peut-être, mais de ce pays sont partis des millions de gens et nous leur reconnaissons le droit de revenir. Est-ce que tous reviendront? On verra, l'histoire nous le dira. Mais l'essentiel, c'est de dire que cette réparation qui est demandée, qui est souhaitée depuis des décennies, qu'enfin elle puisse avoir lieu et que la collectivité nationale ne se limite pas simplement au pourtour de notre République, mais que nous puissions être aussi forts de notre diaspora et de nos fils et filles qui sont à l'étranger. Donc je pense qu'il faut que nous voyions plutôt la positivité, le côté positif et cette participation au rayonnement international du Bénin. Mais justement, comment fait savoir un tel choix historique à ces afro-descendants-là? Je suppose il y a un qui vit à New York, un autre à Toronto, quelqu'un d'autre à Papeete. Comment il sait qu'au Bénin, il y a cette possibilité? Comment est-ce que vous accompagnez une telle décision? Comme vous l'avez dit, la loi a été votée, promulguée, le décret d'application est passé au Conseil des ministres et très rapidement, il y aura toute une action de présentation, de vulgarisation de cette loi et du processus d'octroi de la nationalité qui se fera dans toutes les
dans toutes les républiques qui ont pu accueillir en fait des descendants d'esclaves à travers le monde, de manière à ce qu'ils puissent revenir, qu'ils puissent savoir que cela existe, que cette option de retour existe. Et je voudrais aller plus loin. Vous savez, 2024 est la fin de la décennie des Nations Unies pour les personnes descendantes, afro-descendantes. Je pense que c'est un symbole fort, la décision que le Bénin a prise sous l'instigation du président de la République et de la représentation nationale. Et je pense que cela montre encore une fois de plus l'attachement du Bénin aux questions multilatérales et le fait que le Bénin est à l'avant-garde. Notre souhait, c'est que demain, d'autres pays africains puissent suivre également ce pas et qu'ensemble, nous puissions envoyer ce message fort vis-à-vis de notre diaspora et leur dire que l'Afrique reste leur terre. Oui, mais il y a aussi un dispositif à mettre en place. L'afro-descendant qui descend au Bénin a besoin de l'interface, a besoin d'un interlocuteur justement pour aller jusqu'au bout. Est-ce que, à côté de cette décision, on a pensé à tout ça? Absolument. Je ne voulais pas rentrer dans le détail technique, mais tous les décrets d'application, toutes les institutions qui permettront d'accompagner nos frères et sœurs de la diaspora qui rentreront sont en train d'être finalisé là actuellement. Vous avez dû le voir, nous avons passé récemment le décret d'application, le décret de création de l'autorité des délivrances des actes de nationalité, qui va être essentiel en fait dans la délivrance en fait dans la reconnaissance en nationalité de nos frères et sœurs afrodescendants. Il y a tout un accompagnement qui va se faire pour ceux qui souhaitent s'installer ou passer un court séjour ici, etc. Je peux vous rassurer que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que dans les jours qui viennent, nous puissions accueillir massivement nos frères et sœurs de la diaspora qui souhaitent venir connaître leur terre pour quelques heures, quelques jours, quelques années ou pour toute la vie. Parlons un peu des Béninois de la diaspora qui sont partis avec leur carte d'identité ou leur passeport, etc., qui sont en situation parfois difficile ou compliquée. Comment le gouvernement du Bénin s'arrange-t-il pour être à côté de chacun d'eux à chaque fois qu'ils sont en difficulté? On a vu des Béninois notamment au Liban pour la crise israélo-palestinienne. On a vu aussi des Béninois en difficulté notamment en Guinée équatoriale, etc. Quel est le mécanisme mis en place? Alors, depuis 2016, nous avons mis en place, donc, comme je le disais tout à l'heure, suite à la réforme de la carte diplomatique et l'intensification, nous allons poursuivre cette intensification, du maillage de notre réseau consulaire, nous avons mis en place un processus d'accompagnement de nos concitoyens qui vivent à l'étranger. Nous avons aussi mis en place en fait le registre des Béninois de l'étranger, parce que très souvent, le premier problème, la première problématique, la première difficulté à laquelle nous nous heurtons est celle de savoir où sont les Béninois. Lorsqu'un Béninois part à l'étranger, part vivre à l'étranger, il n'y avait pas de dispositif réel qui permettait de pouvoir dire « je me déclare » et je déclare auprès de l'État béninois que je suis à l'étranger. Et donc nous avons mis en place le registre des Béninois de l'étranger qui est fonctionnel. Aujourd'hui, près de 15 000 Béninois de l'étranger sont déjà inscrits et régulièrement dans ce registre. Il est gratuit et il est complètement digitalisé. L'objectif, il est simple, savoir où sont les Béninois, où est-ce qu'ils résident, ce qui nous permet, lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a une situation compliquée, de pouvoir les contacter et de pouvoir leur offrir l'assistance. Ceci étant, tous les Béninois ne sont pas inscrits. J'ai dit 15 000. Aujourd'hui, les Béninois qui vivent à l'étranger sont plusieurs millions. Et lorsque nous avons des cas humanitaires importants, tragiques, le gouvernement est systématiquement aux côtés de nos concitoyens. Cela a été le cas en Algérie récemment, en Tunisie il y a quelques mois. C'est le cas également en Guinée équatoriale. Au Liban, c'est ce que nous avons voulu mettre en place. La difficulté à laquelle nous nous sommes heurtés, c'est toujours cette question d'identification de nos concitoyens. Et donc, nous ne cessons de les sensibiliser sur la nécessité absolue de pouvoir s'inscrire dans les registres des Béninois de l'étranger, qui, je rappelle, est gratuit, accessible en ligne, et qui permet à tout Béninois qui part à l'étranger vivre plus de 3 mois de pouvoir se déclarer de manière à ce que nous puissions l'accompagner dans toutes ces démarches, mais aussi en cas de problème. C'est un élément essentiel de la protection consulaire que nous avons mis en place depuis 2016. La diaspora béninoise, elle est respectée, louée, adulée sous certains cieux.
mais la difficulté parfois, c'est la connexion avec le pays, des talents. Il y en a au sein de cette diaspora. Quelle est votre approche? Comment est-ce que vous travaillez avec cette diaspora? Vous avez parfaitement raison. La diaspora béninoise, elle est talentueuse, elle est très bien formée, et puis c'est une diaspora qui réussit et qui est respectueuse des règles dans les pays de résidence. Et donc, c'est un vivier important pour la nation, surtout quand on est une nation en développement, en construction, comme le Bénin. Nous avons toujours besoin de talents et nous avons besoin de pouvoir attirer ces talents. Dès 2016, et ce n'était pas au niveau du ministère des Affaires étrangères, il y a un fichier national qui a été mis en place pour un certain nombre de fonctions qui permettaient aux Béninois, où qu'ils soient bien entendu, de pouvoir postuler, de pouvoir déposer leur CV, pouvoir postuler en fait à des fonctions de l'État. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, pour avoir cette exhaustivité, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons mis en place le registre des Béninois de l'étranger, en demandant qu'il y ait une déclaration sur les compétences, notamment les fonctions occupées par nos compatriotes, de manière à ce que, lorsque demain nous avons besoin d'une compétence au national, nous puissions directement nous adresser à nos compatriotes et pouvoir leur proposer les options qui sont en place. Et puis, toutes nos représentations diplomatiques, nos consulats, etc., sont incités à être en contact permanent avec nos compatriotes de manière à ce que nous puissions les organiser, les inciter à revenir au pays. Un point très important que je voudrais mentionner, c'est le désir d'investissement de la diaspora. Quand on est à l'étranger, je pense que l'un des premiers, lorsque vous interrogez nos compatriotes, le premier élément qui les intéresse par rapport au pays, c'est comment est-ce qu'ils font pour pouvoir investir. Et de façon sûre. Et de façon sûre. Cela ne dépend pas directement du ministère des Affaires étrangères, mais c'est un des résultats concrets de l'action mise en place par le gouvernement du président Patrice Talon depuis 2016, la digitalisation du foncier qui est en cours, la sécurisation des actes de vente, qui répondent directement à un des besoins directs de la diaspora, qui a une volonté de pouvoir investir, mais en étant sûr qu'ils ne vont pas se faire arnaquer. Donc il y a cet accompagnement et ce dialogue permanent qui est en place. Nous allons essayer d'en faire plus encore dans les semaines et mois à venir, en intensifiant la promotion autour du registre des Béninois de l'étranger. Parlons du Hadj et des réformes à ce niveau-là. Il y a quelques années, quand la période arrive, on a nos compatriotes qui dorment à la belle étoile, parfois qui n'arrivent pas à effectuer le voyage, etc. Mais depuis quelques années, je crois qu'on n'a plus à assister à cette scène. Comment avez-vous fait? Il y a eu des réformes qui ont été mises en place il y a 3 ans. Sous l'instigation du gouvernement, du président de la République, nous avons essayé de transformer ce moment important de la foi musulmane, parce que c'est un moment important de la foi de tout musulman, mais qui ne se passait pas de manière sereine. Et nous avons essayé de mettre en place une organisation beaucoup plus harmonieuse, en partenariat bien entendu avec les sociétés convoyeuses, avec l'Union islamique du Bénin, pour faire en sorte que ce séjour se passe dans la plus grande sérénité possible pour nos compatriotes. Il y a eu des avancées, il y a eu une amélioration notable qu'on a constatée au cours des 3 dernières années. Nous avons encore des pistes d'amélioration importantes, nous y travaillons, mais l'objectif c'est de pouvoir faire en sorte que ce moment important de la foi musulmane soit un moment qui se passe en toute sérénité, dans un confort acceptable, et l'État béninois mettra tout en œuvre pour que cela puisse se poursuivre dans les semaines et mois à venir. Justement, par rapport à ces réformes au niveau du Hadj, on a pu quand même recueillir l'avis de quelques citoyens qui ont effectué le pèlerinage dans des conditions assez intéressantes. On va les suivre ici sur leurs avis, leurs appréciations. J'ai des images de pèlerins qui errent dans les cours des aéroports, dans les salles de l'aéroport, attendant indéfiniment de pouvoir prendre un vol ou de ne jamais même pouvoir prendre un vol. J'ai des images de pèlerins qui ont payé les frais du Hadj et qui n'ont jamais pu voyager parce qu'ils n'ont pas été pris en compte. Ce sont des souvenirs, des habitudes qui ont eu la peau dure pendant de longues années ici au Bénin. Une récréation à laquelle le pouvoir central décide de mettre fin à partir de 2019. En 2022, les réformes sont expérimentées pour la première fois dans l'organisation du Hadj. La réforme a fait en sorte que les sociétés agréées désormais doivent se faire délivrer un agrément qui a une durée de 3 ans.
Vous avez également l'obligation de signer une convention d'exploitation. Et cette convention, pour permettre de vous approprier le cahier de charges et qui dit que vous vous engagez à le respecter tout au long du Hajj. Vous avez également à faire en sorte de payer à temps les frais. Et il y a également une plateforme qui a été mise en place depuis la réforme à travers laquelle les inscriptions se font, ce qui ne se faisait pas avant. Et on peut voir à tout moment et de manière instantanée le statut d'un pèlerin qui a été inscrit, s'il a payé, s'il est apte ou pas. Voilà autant de réformes qui ont été mises en place ou de dispositions qui ont été mises en place pour fluidifier un peu l'organisation du Hajj. Du point de vue organisationnel, en partant du Bénin, d'abord il faut se dire que les pèlerins sont désormais respectés, le mot est fort, mais ils sont mis dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, on a une vue globale sur tous ceux qui voyagent et de façon disciplinée. De nouvelles règles, mais aussi et surtout des changements au profit des pèlerins. Nous sommes un peu à l'ère de la perfection. Et les années antérieures, pour ne pas dire avant la réforme, tout se faisait pas bien. Que ce soit pour les convoyeurs, que ce soit pour les pèlerins eux-mêmes. Nous sentons vraiment du changement dans beaucoup de choses. Si nous allons compter le nombre de pays qui ont réformé et qui sont en train de réussir, je pourrais dire que nous serons dans le top 5 ou top 10. On peut être heureux de dire qu'on est béninois. Je pense que les réformes nous ont permis quand même d'avancer beaucoup. D'abord l'obtention de visa. Vous savez, il y a des gens qui quittent le fond coin du pays, ils viennent ici dans l'intention de voyager et c'est à l'aéroport qu'on leur annonce qu'il n'y a pas de visa. Désormais, ce n'est plus ça. Et à l'avance, le pèlerin, il sait s'il doit voyager ou il ne doit pas voyager. Autant que possible, celle qui conduit de main de maître cette organisation semble disposée à reprendre. Ghislaine Messan, directrice générale de l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels, dans sa mission est soutenue par un comité d'orientation et de supervision, avec à la tête le ministre des Affaires étrangères. Je veux particulièrement remercier les sociétés agréées qui aujourd'hui, je pense, s'approprient un nouveau style de gestion. Elles n'ont pas le choix. Et pour réussir, comme je dis, il faut de la rigueur, il faut de la discipline, il faut de l'ordre. Et c'est cet ordre-là qui nous permet d'avoir ces résultats aujourd'hui. Le défi aujourd'hui est que chaque nouvelle édition soit meilleure que celle qui la précède. Voilà, Monsieur le ministre, vous avez suivi les compatriotes, leur avis sur ce qui a été fait en matière de réforme donc pour que le Hajj se déroule bien. Votre appréciation? Non, je pense que cela est conforme aux efforts qui ont été faits jusqu'à présent et qui sont le résultat d'une parfaite collaboration entre les différents acteurs. Je disais tout à l'heure le gouvernement, mais aussi les sociétés convoyeuses et l'Union islamique du Bénin. Nous avons toujours des choses à améliorer, mais je pense que nous avons fait des bons importants. Aujourd'hui, il n'y a quasiment, je dirais, il n'y a plus de pèlerins qui se plaignent d'avoir payé, de ne pas se retrouver sur les vols ou de manquer le vol pour y aller. Ce sont des avancées importantes, mais nous allons continuer à travailler pour améliorer le confort et faire en sorte que ce moment essentiel de la foi musulmane demeure un moment de sérénité pour nos compatriotes musulmans. Dans le processus de révision de la carte diplomatique, certains diplomates ont été rappelés à Cotonou. Quelle est la situation? Écoutez, vous savez, cela fait partie du parcours normal des cadres de la fonction publique. Par moment, vous êtes appelé à des fonctions. Lorsque vous revenez, vous êtes appelé à d'autres fonctions. Cela fait partie de la vie et de l'évolution normale dans le parcours d'un diplomate. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a des compétences basiques qui sont nécessaires pour mener la diplomatie béninoise. Et donc, mon travail à moi avec mes collaborateurs, c'est de faire en sorte que tous les collaborateurs du ministère des Affaires étrangères disposent des outils qui leur permettent de pouvoir faire partie de l'offensive diplomatique que nous sommes en train de mener. C'est un devoir et j'ai bon espoir qu'on y arrive. Vous savez, au niveau du ministère des Affaires étrangères, nous devons adapter la diplomatie béninoise à l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il y a 30 ans, la diplomatie était tout autre. Aujourd'hui, la diplomatie, elle a changé.
il y a 30 ans, lorsque le chef de l'État voulait s'entretenir avec un autre chef d'État, il devait envoyer un missile dominici qui devait porter un message. Aujourd'hui, les chefs d'État se parlent entre eux directement. C'est cela la réalité. Et cela demande aussi au ministère des Affaires étrangères et aux diplomates de pouvoir s'adapter, de s'adapter à ce nouveau monde, qui devient en plus de plus en plus technique. Aujourd'hui, lorsque vous allez participer à la COP, si vous êtes diplomate, vous avez besoin d'avoir une connaissance très pointue des sujets climatiques. Lorsque vous voulez traiter avec la Chine, il est important d'avoir une connaissance très fine du commerce international, bien sûr en appui, avec l'appui des ministères sectoriels. Donc il y a un changement qui est important et qui est important pour notre diplomatie. Et qui dit changement dit forcément à des moments donnés quelques difficultés à pouvoir avancer, mais nous travaillons en parfaite symbiose avec les collaborateurs du ministère des Affaires étrangères pour faire en sorte qu'ils disposent des outils, des moyens qui leur permettent de s'adapter à la diplomatie de notre siècle, de notre moment et qui va être entièrement au service des Béninoises et des Béninois. Voilà, Monsieur le ministre, nous sommes quasiment à la fin de cet entretien. On va vous laisser conclure, Monsieur le ministre. Merci, je vous remercie pour cet échange. Je voudrais simplement dire à nos concitoyens que, comme je le disais à l'entame de cette émission, la diplomatie s'inscrit dans le temps long. La doctrine diplomatique béninoise, elle s'appuie sur des valeurs, sur des socles, et puis sur une action qui est une action déterminée, portée par le président de la République, qui a pour ambition de faire en sorte que nous ayons un outil diplomatique qui soit entièrement au service du développement du Bénin. Mais s'il y a une chose dont nous devons tous être conscients aujourd'hui, c'est que cette fierté d'être béninois, nous l'avons retrouvée. Nous, au niveau de la diplomatie, nous avons grand plaisir à porter l'image, à assurer le rayonnement du Bénin nouveau qui a été construit depuis 2016, et j'ai bon espoir que cela puisse se construire dans le futur pour que le Bénin, dans 10 ans, dans 20 ans, soit un pays entièrement développé, respecté de par le monde comme il l'est aujourd'hui. Merci, Monsieur le ministre. Tanguy Agoï, merci. Merci, Renaud Akakmo. Merci, Monsieur le ministre. Merci à vous. Merci d'avoir assumé ce tandem pour ce plateau. Plateau, on va dire, bilan du ministère des Affaires étrangères. Le ministre Olusegun Ajadi Bakari a été clair. C'est une diplomatie tournée vers le développement, une diplomatie qui porte ses fruits. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.